C'est la première cause de consultation dans les services d'urgence, mais aussi chez les médecins généralistes. Plus de 23 millions de Français souffrent de douleurs chroniques, selon le dernier baromètre de la Fondation Analgesia. Et les plus fréquentes, selon cette même fondation, les douleurs musculo-articulaires avec le mal de dos, les maux de tête avec la migraine, et puis les douleurs abdominales comme le côlon irritable. Dans tous les cas, avec un impact marqué sur la qualité de vie, physique ou mentale. La cause de ces douleurs n'est pas toujours bien connue, les traitements sont nombreux, pas forcément accessibles, tout comme les consultations dans les centres spécialisés antidouleurs. Résultat, près de 9 Français sur 10 qui souffrent de douleurs chroniques fait appel à une automédication et moins d'une personne sur 3 se dit parfaitement soulagée. Alors, pourquoi a-t-on mal ? Comment peut-on mesurer cette sensation très subjective ? Les femmes sont-elles plus sensibles ? Quels sont les médicaments les plus efficaces ? Le cannabis thérapeutique a-t-il fait ses preuves ? Quelle place pour les thérapies non médicamenteuses ? Vous entendrez le témoignage d'Audrey Aronica, 43 ans. Elle souffre de 2 maladies ultra douloureuses, notamment l'algie vasculaire de la face. Et nous sommes avec Nicolas Authier, psychiatre et professeur de pharmacologie médicale. Il dirige le service de médecine de la douleur au CHU de Clermont-Ferrand et il est président de la Fondation Analgesia. Je suis Margot de Frouville, chef du service santé de BFM TV. À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin consultant santé BFM TV. Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous. Nicolas Authier, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler d'une chose qui est assez classique, que nous avons tous eu mal à un moment ou à un autre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans l'organisme ? Qu'est-ce qui fait qu'on a cette alerte et qu'on a cette douleur ? Alors, il y a plusieurs douleurs. Là, on pourrait commencer par la douleur aiguë, puisque effectivement, tout le monde a eu des douleurs aiguës. Tout le monde a eu mal, tout le monde s'est brûlé, coincé, pincé, s'est fait une entorse, etc. Et quelques-uns des fractures. Donc, tout le monde connaît la douleur aiguë. En revanche, heureusement, tout le monde ne connaît pas la douleur chronique, même si, quand même, les chiffres montrent, et vous l'avez rappelé, qu'il y a des millions de Français qui la concernent. La douleur aiguë, c'est un signal. C'est un signal, parfois, qui ne passe même pas par le cerveau. C'est un signal quasiment réflexe qui nous permet de nous protéger, de retirer notre main d'une plaque chaude, de retirer notre main si on la pince, par exemple. Et ça, c'est un signal qui passe, un signal réflexe, qui passe par des courants nerveux au niveau de la moelle épinière, une boucle qui va déclencher une réaction motrice de protection. La douleur aiguë, c'est normal, ça nous protège, ça nous informe qu'il y a quelque chose qui s'est passé ou qui est en train de se passer. La douleur chronique, c'est autre chose. La douleur chronique, c'est une maladie. C'est une expérience à la fois sensorielle, mais aussi émotionnelle. Et on la considère comme chronique, cette maladie, parce qu'elle dure depuis au moins 3 mois et parce qu'il va y avoir des remaniements, notamment au niveau du cerveau, mais pas uniquement, qui vont expliquer que cette douleur perdure, va persister et va être difficile à supprimer, voire impossible. On peut quand même s'en débarrasser parfois ? Et par définition, une douleur chronique, on a du mal à s'en débarrasser totalement. Ou alors, c'est pas vraiment une douleur chronique. On peut essayer de l'atténuer. C'est ce que l'on fait souvent avec les médicaments qui permettent d'atténuer un peu l'intensité de cette douleur chronique, mais pas forcément de la supprimer. Et tout l'enjeu, en fait, est de définir les bons objectifs thérapeutiques face à une douleur chronique, surtout quand on sait, nous, professionnels de santé, qu'on ne va pas pouvoir la supprimer. Il faut aussi éviter l'escalade thérapeutique et proposer d'autres solutions thérapeutiques et d'autres objectifs thérapeutiques. Et c'est justement là le problème, c'est qu'en fin de compte, cette douleur, on le dit, elle est subjective. Donc vous, comment professionnel de santé, vous arrivez à l'évaluer pour savoir si ça évolue vraiment bien ou pas ? Alors, l'évaluer pour un seul et même patient, c'est assez simple, parce qu'il est son propre témoin, sa propre référence, même si c'est comme le sommeil, c'est pas toujours facile à évaluer la qualité de notre sommeil, et notre douleur, c'est la même chose. Donc vous avez des échelles ? Donc on peut utiliser des échelles, mais en réalité, pour une douleur chronique, puisque c'est cette douleur dont on parle aujourd'hui, on s'intéresse assez peu à son intensité. Donc, on ne pose plus la question au patient pour savoir s'il a mal entre 0 et 10, à combien il se trouve. Parce que d'abord, un coup, il sera à 5, un coup, il sera à 9, un coup, il sera à 7. Et en réalité, on aura en face de nous le même patient avec la même souffrance psychique et les mêmes répercussions sur sa qualité de vie. Donc, l'objectif n'est plus de s'intéresser à et de plus focaliser sur cette intensité douloureuse. Et en fait, on va d'abord l'objectiver. Eh bien, pour l'objectiver, c'est simple. Le patient dit j'ai mal. Il n'y a pas d'autre remise en question. On ne remet pas, on ne juge pas quelqu'un qui dit il a mal. On considère sa douleur et on essaie de la comprendre, de savoir d'où elle vient, de savoir si elle peut être supprimée et pour éviter que ce soit une douleur chronique ou bien d'essayer de la traiter comme il faut.
Donc on n'a pas d'échelle spécifique, surtout il y a des échelles qui peuvent être intéressantes pour des populations plus vulnérables, des populations qui ont des difficultés par exemple à s'exprimer, par exemple dans des maladies neurodégénératives, par exemple, mais aussi chez l'enfant. Donc il peut y avoir des échelles pour des populations qui ont plus de difficultés à verbaliser leur douleur. Mais sinon, en général, on n'a pas besoin d'une échelle, sauf à essayer de caractériser un peu, à diagnostiquer précisément quelle est la douleur, puisque la douleur chronique, finalement, c'est une grande famille à l'intérieur de laquelle il y a des douleurs chroniques. Et la sciatalgie chronique, par exemple, la fibromyalgie, l'intestin irritable, la migraine, l'arthrose, etc., ce sont des douleurs chroniques qui appartiennent à cette grande famille, mais qui n'ont pas toutes les mêmes mécanismes, on va dire, physiopathologiques qui les sous-tendent, et qui n'auront pas tous les mêmes traitements, donc il faut pouvoir les différencier. 42% des Français qui sont touchés par des douleurs chroniques à des niveaux différents, même si on vient de le dire, il n'y a pas d'échelle définie. C'est le cas d'Audrey Aronica. Elle a 43 ans et son cauchemar, elle, a commencé il y a presque 8 ans, en janvier 2018, par une violente douleur à la tête. Depuis, elle a été diagnostiquée de la névralgie d'Arnold et d'une algie vasculaire de la face. Elle nous témoigne ses douleurs au quotidien. C'est une douleur qui est inhumaine. J'ai la sensation qu'on m'enfonce un objet tranchant, chaud, dans l'œil, qu'on veut m'arracher l'œil, qu'on m'arrache les dents. Le visage est complètement broyé. J'ai l'impression d'être sur un ring de boxe, que je prends des coups. J'attends que le match cesse et ces crises peuvent durer une demi-heure, 1 heure. Ça va retomber et ça recommence. Et entre les crises, j'ai vraiment une douleur de fond. Donc c'est vraiment pour dire que la douleur ne me quitte jamais. Comment vous faites ? Vous êtes bourré de médicaments ? J'ai été bourrée de médicaments au début du parcours de ma maladie. Donc j'ai eu beaucoup d'anti-tout, d'antidouleurs, d'antiépileptiques. J'ai eu beaucoup d'effets secondaires suite à la prise de tous ces médicaments. J'ai perdu 10 kilos. Donc je suis quand même maintenant à 43 kilos. J'ai eu une piqûre que je me faisais tous les mois pendant 30 mois qui m'a coûté 245 € par mois, qui n'était pas remboursée. Cette piqûre m'a aidée pendant quelques temps à faire tomber l'intensité de la douleur. Et là, depuis 2 ans, j'ai été implantée d'un neurostimulateur. Donc j'ai des électrodes à gauche et à droite sur les nerfs occipitaux. Depuis cette opération, je n'ai plus déjà la douleur de névralgie d'Arnold, qui est une douleur qui est plus de décharge électrique et de brûlure dans la tête. Donc l'opération a réparé cette douleur, mais il reste la douleur d'algie vasculaire de la face, que j'arrive un peu plus à gérer avec moins de médicaments. Mais ça reste un quotidien compliqué et clairement, je peux dire que l'enfer existe. Et ça a eu des conséquences, des répercussions énormes sur votre vie ? Vous avez dû fermer votre entreprise ? En fait, cette maladie, c'était un véritable tsunami qui est venu balayer ma vie entière. Donc, j'étais chef d'entreprise, j'avais mon propre cabinet d'esthétique et en médecine chinoise que j'ai dû fermer. La cessation d'activité a été violente. C'était un deuil à faire. Le deuil de sa vie sociale aussi, parce que j'étais une femme assez active, joviale, qui aimait bien sortir aussi avec ses amis. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, vous dites que vous avez su faire de vos douleurs une force. Comment vous y êtes parvenue ? J'ai rejoint une association dont je suis devenue présidente maintenant, à force de combat. Et c'est ce qui me tient debout. Le mot va être fort, mais il y a une maltraitance de la part des professionnels de santé envers les malades. Moi, j'en ai fait les frais. La 3e neurologue que j'ai consultée m'a dit qu'à part me couper la tête, elle n'avait pas de solution. Donc, on voit qu'on est mal compris, qu'on n'est pas entendu. Et il y a vraiment urgence à ce qu'on entende la souffrance des Français. Voilà, Audrey a dû fermer son entreprise, revoir tous ses projets de vie. On imagine, vous voyez tous les jours des patients qui sont touchés. Quand on n'est pas concerné, on a du mal à savoir ce que signifient ces douleurs chroniques. Oui, je crois qu'il faut interroger les patients qui souffrent de douleurs chroniques pour savoir ce que c'est une douleur chronique et pour savoir surtout le fardeau que cela représente dans la vie d'un patient, mais aussi son entourage, et comprendre ensuite le fardeau que ça peut représenter pour une société lorsqu'on a 23 millions de Français qui en souffrent, même s'ils n'ont pas tous la même intensité, bien entendu. Donc, ceux qui en parlent le mieux, ceux qui décrivent le mieux les choses, ce sont les patients pour la douleur, puisqu'on n'a pas un examen, une imagerie qui va dire, voilà, il y a telle chose qui dysfonctionne, on la répare et ça va mieux. On n'a pas ça pour la douleur chronique. Donc, il faut bien interroger les patients, il faut bien les écouter. Ça, c'est la base de tout accompagnement de patients, c'est d'abord l'écoute, de bien comprendre ce qui se passe chez ces patients, d'identifier des vulnérabilités qui ont pu favoriser l'apparition de cette douleur, sa chronicisation notamment, et effectivement, leurs témoignages sont extrêmement importants.
Justement, il y a différents types de douleurs, vous l'évoquiez, différents types de maladies, en fin de compte, sous-jacentes. Quelle est la démarche, en fin de compte? À partir de quand vous allez faire des examens? Est-ce qu'il y a des choses qui vont vous permettre de vous orienter et surtout d'orienter le choix thérapeutique, c'est-à-dire le choix qui va alléger, en fin de compte, cette charge pour le patient? Alors, tout d'abord, effectivement, il y a des examens pour essayer de trouver l'étiologie, puisque on peut identifier de l'arthrose, on peut identifier par IRM de l'endométriose, par exemple, mais il y a aussi beaucoup de douleurs qu'on ne peut pas identifier par des examens. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites une IRM, un scanner, si vous faites d'autres choses, vous ne trouverez rien. Et pourtant, le patient vous dit qu'il a mal. Et il n'y a pas de raison qu'il vous dise cela pour autant tirer un bénéfice secondaire. Quel bénéfice pourrait-on tirer d'avoir mal? Et donc, il y a bien quelque chose qui se passe, mais on va dire que la médecine actuellement n'est pas capable d'objectiver, en tout cas, de mesurer ou de comprendre ce qui se passe. Et ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, évidemment. Donc, ça dépend des douleurs. Certaines peuvent être, effectivement, on peut identifier la cause et on essaie de traiter la cause. Je parlais d'endométriose tout à l'heure, par exemple. Effectivement, les gynécologues obstétriciens arrivent parfois à retirer les lésions et à limiter un peu la progression de ces tissus qui se localisent dans des zones anormales. Mais parfois, on n'a pas d'examen et il faut, dans la douleur chronique, parfois, éviter justement la surenchère des examens. Parce que la surenchère des examens, c'est la promesse d'une réponse qu'on ne pourra pas fournir au patient et on l'enferme dans un processus qui ne va pas l'amener vers ce que nous, on propose, généralement dans les structures de douleur chronique, qui est d'abord travailler sur l'acceptation de cette douleur chronique, sa chronicité, on ne pourra pas la supprimer, et ensuite comment travailler sur comment vivre avec cette douleur chronique. Même sans diagnostic parfois? Oui, bien sûr, même, y compris sans diagnostic. En tout cas, on peut poser un diagnostic sur les symptômes cliniques. C'est ce que l'on fait par exemple dans la fibromyalgie, c'est ce que l'on fait par exemple dans la migraine. Ce sont des symptômes qui permettent que l'on observe, que le patient rapporte des signes et des symptômes, et on peut poser un diagnostic, pas besoin d'examen complémentaire. Mais ensuite, il faut accompagner le patient en lui expliquant que si on veut chercher à supprimer, c'est-à-dire arriver à zéro, supprimer totalement cette douleur et revenir comme avant, eh bien, ce n'est pas possible. Et il ne faut pas faire croire aux patients qu'on va y arriver, parce que sinon on rentre dans des escalades thérapeutiques qui ne sont jamais très très bonnes. Et c'est là d'ailleurs où on voit apparaître des prescriptions parfois inadaptées de médicaments opioïdes. Et donc ça passe par quoi? Ça passe par, je vous l'ai dit, l'acceptation. Mais parce que si on l'acceptation, accepte c'est les consultations Oui. avec des thérapies cognitivo-comportementales? Alors, Comment? d'abord, on peut travailler avec des médecins ou des infirmiers ou des structures spécialisées dans la douleur qui permettent de travailler effectivement sur expliquer aux patients ce que c'est la douleur chronique, expliquer ce que ça a comme répercussion. C'est une forme d'éducation thérapeutique, on va dire, et expliquer qu'est-ce qu'on peut proposer et quels sont les objectifs thérapeutiques que l'on peut proposer aux patients. Et par exemple, si on ne peut pas supprimer sa douleur, on peut lui proposer d'autres choses, et notamment on peut diminuer les répercussions de sa douleur. Donc on peut travailler sur les impacts émotionnels, on peut travailler sur les impacts cognitifs, on peut travailler aussi sur les impacts socio-professionnels, parce que c'est une source de précarité très importante, la douleur. Donc, si vous voulez, c'est une approche, alors on parle maintenant d'approche holistique, d'approche intégrative, peu importe les mots qu'on va utiliser. En fait, il faut s'intéresser aux patients qui souffrent de douleur et pas juste à la douleur elle-même. Et donc là, on met en place des stratégies avec des travailleurs sociaux parfois, avec parfois des kinés chez des patients qui ont une kinésiophobie, qui ont une très grande difficulté à bouger parce que la douleur les empêche et leur fait peur en fait. Et donc alors qu'on sait que bouger parfois c'est le meilleur remède contre la douleur, notamment la lombalgie qui est la plus fréquente des douleurs. Donc il y a ça, et puis rencontrer parfois des psychologues, des psychothérapeutes qui vont leur permettre de travailler sur leurs émotions pour mieux arriver à gérer cette douleur, faute de pouvoir la supprimer. Alors avant qu'on parle des traitements, parce que c'est ce que tout le monde attend bien évidemment, est-ce qu'il y a des choses qui ont progressé dans ce domaine? Peut-être une idée reçue qui est quand même assez classique, la douleur varie beaucoup, et on parle parfois d'une douleur genrée en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on dit, bon, les femmes sont plus sensibles que les hommes. Ou les hommes se plaignent plus que les femmes. Et voilà, c'est l'autre versant des choses. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, ou c'est une idée reçue pure et simple? Je ne sais pas auquel de vous deux je dois faire plaisir. Les deux on écoutera le spécialiste. Les deux ont raison probablement, mais effectivement, on retrouve plus de femmes. Et dans l'enquête qui a été réalisée par la Fondation, on retrouve un peu plus de femmes que d'hommes. Ce n'est pas une différence très importante, mais c'est connu depuis très longtemps. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a probablement une capacité à verbaliser sa douleur peut-être plus importante chez les femmes que chez les hommes. Peut-être que les hommes banalisent un peu parfois leur douleur, pour plusieurs raisons peut-être, mais banalisent un peu. C'est normal d'avoir mal, hein, le fameux c'est normal d'avoir mal, ce qui n'est pas vrai, hein, c'est pas normal d'avoir une douleur chronique. Aussi parce que certaines douleurs sont liées à des pathologies exclusivement féminines. Je reprends l'exemple de l'endométriose. Il n'y a pas d'endométriose chez les hommes.
hein, donc, puisque c'est du tissu utérin. Donc, il y a certaines pathologies douloureuses qui n'existent que chez les femmes. Donc ça entraîne aussi ce déséquilibre aussi. Et puis, on peut l'évoquer, c'est une hypothèse, mais les femmes aussi peuvent avoir des vulnérabilités psychiques plus importantes qui sont la conséquence probablement de stress post-traumatique, notamment suite à des agressions. Les agressions physiques, les agressions sexuelles, qui existent chez les hommes aussi, mais qui sont aussi plus fréquentes peut-être chez les femmes, pardon. Et on sait que ça fait le lit. Ces traumatismes psychiques qui sont la conséquence des agressions physiques et sexuelles, ça peut faire le lit de douleurs chroniques. Donc un facteur purement psychologique à l'origine? Parmi d'autres. Il y a plusieurs facteurs, mais il y a des facteurs psychologiques qui créent une vulnérabilité à ce que s'installe une douleur chronique. Ce n'est pas la seule raison. Il y a un âge moyen pour ces douleurs chroniques? L'âge moyen, en France, c'est assez jeune. L'âge moyen, c'est 46 ans. Donc, vous voyez, ce n'est pas l'apanage des sujets, on va dire, âgés. Et si on regarde dans les différentes catégories d'âge, finalement, la proportion des patients qui ont plus de 65 ans, qui ne sont pas très âgés, hein, mais qui ont plus de 65 ans, ce n'est pas là où on a la prévalence la plus importante. Alors, on va parler des thérapeutiques, encore une fois. Donc, comment on choisit? Alors, nous, on connaît tous le paracétamol, parce que c'est quand même le médicament de recours qui est le plus prescrit en France, Oui, etc. D'ailleurs, on fait peut-être une petite incidente sur le paracétamol. Rappelez-nous pourquoi on ne doit pas prendre du paracétamol à tort et à travers. Oui, alors le paracétamol, effectivement, c'est très consommé. C'est 9 Français sur 10 dans l'année qui en consomment. Et c'est banalisé? Oui, c'est banalisé, mais c'est bon. C'est très facile d'accès parce qu'on l'a en automédication, en pharmacie. Et on en a souvent dans notre armoire à pharmacie familiale. Et puis c'est prescrit aussi pour plein de douleurs. Alors c'est pas le remède à toutes les douleurs. C'est un traitement intéressant dans de nombreuses douleurs aiguës. C'est un peu moins intéressant dans les douleurs chroniques, le paracétamol. Et il faut s'en méfier parce que c'est généralement bien toléré. Il y a peu d'effets indésirables, sauf si on surdose sa posologie de paracétamol. Ça veut dire que dans des situations, par exemple, de douleurs qui sont mal contrôlées, parce que c'est souvent ça, où la personne a mal et ça ne passe pas, et elle n'a pas d'autre alternative, elle ne peut pas voir un médecin, etc. On est le week-end, enfin bref, elle va dire j'en ai pris 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes. 3 grammes, c'est le maximum en automédication. 4 grammes sur prescription médicale. Ça suffit pas. Je prends 5 grammes, 6 grammes, et là on rentre dans des zones toxiques parce que le paracétamol se transforme en un métabolite, c'est-à-dire une deuxième molécule qui est, elle, toxique pour le foie. Et donc actuellement, quand on en prend 3 grammes de paracétamol, notre foie est capable de l'éliminer facilement, sans qu'il y ait de dégâts. Mais si on en prend 7, 8 grammes de paracétamol dans la journée, eh bien notre foie est dépassé. Notre corps n'arrive pas à éliminer cette molécule toxique et elle va pouvoir avoir son effet. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle détruit le foie. Et donc, en 24 à 48 heures, vous pouvez détruire totalement le foie et avoir une insuffisance hépatique totale, sévère, qui peut amener même jusqu'à la greffe hépatique. Donc, il ne faut jamais dépasser 3 grammes en automédication, même si ça ne fonctionne pas. Et surtout, même ça ne fonctionne c'est pas. pour ça qu'on dit toutes les 6 heures. Voilà, les prises, c'est toutes les 4 à 6 heures. Il faut retenir 6 heures. Mais il faut savoir, c'est qu'au-delà de 3 grammes par jour, si ça ne fonctionne pas, ça ne marchera pas à 4, à 5 ou à 6. Donc ça ne sert à rien. Et après, il y a quoi dans la famille des antidouleurs les plus prescrits? Ce sont les anti-inflammatoires. Le plus connu, c'est l'ibuprofène, parce que lui aussi est disponible en automédication. On peut l'acheter en pharmacie. Il est bien connu pour les femmes qui en prennent pour leurs règles douloureuses, par exemple, pour aussi les patients qui ont des maux de tête fréquents, et notamment aussi des migraines, qui sont une catégorie de maux de céphalée. Alors, lui, il faut aussi être prudent, parce que les anti-inflammatoires, c'est très efficace, bien entendu, mais ça doit aussi être pris sur des courtes durées. Il n'y a pas qu'une notion de posologie, il y a une notion de courte durée. Il ne faut jamais dépasser 3-4 jours d'anti-inflammatoires, surtout en automédication. Et d'ailleurs, sur prescription médicale, c'est rare les prescriptions au long cours d'anti-inflammatoires. Pourquoi? Parce que, et le cardiologue en face de moi ne le contredira pas, ça a des impacts effectivement cardiovasculaires, notamment ça peut augmenter la tension artérielle, notamment via un impact sur le fonctionnement du rein. Ça peut entraîner des insuffisances rénales, et ça entraîne aussi une toxicité au niveau de la muqueuse gastrique, et ça peut entraîner effectivement des ulcères gastro-duodénaux. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas les prendre à jeun? Non, c'est pas ça qui fera la différence. Il faut les prendre sur des courtes durées. Voilà. Et puis après, il y a encore plus fort. Et bien après, il y a encore plus fort. Alors, il y a une notion de fort, mais cette notion de fort, elle est surtout intéressante pour les douleurs aiguës ou pour les douleurs qu'on appelle nociceptives, c'est-à-dire les douleurs liées à une fracture, un traumatisme ou post-opératoire. Et alors, le plus fort, c'est ce qu'on appelle les opioïdes. Les opioïdes, c'est tout ce qui est morphine et dérivé de la morphine. Alors, on dit qu'il y en a qui sont faibles, d'autres qui sont forts. En réalité, tout est question de dose, en fait.
une dose forte d'un soi-disant dit faible opioïde sera plus dangereuse qu'une dose faible d'un opioïde fort, si je puis dire. Donc, il y a la morphine, qui est la plus connue, qui est la plus historique, bien sûr, qui marche très bien dans certaines douleurs, dans les douleurs post-traumatiques, par exemple, sur les fractures, mais les douleurs liées au cancer aussi, sur des métastases osseuses, par exemple. Donc, faut pas... C'est un très bon médicament, la morphine, hein. Si on le donne pour la bonne douleur, bien entendu. Il y a des équivalents de morphine, on va dire, comme l'oxycodone, qui a fait la crise des opioïdes aux États-Unis, qui est une pâle copie de la morphine, hein. Il y a des fentanyls qui ont participé aussi à la crise des opioïdes aux États-Unis, qui sont des médicaments uniquement conseillés dans les douleurs liées au cancer. Et puis il y a les plus prescrits, eux, qui sont la codéine, le tramadol, la poudre d'opium, qui eux sont prescrits à plusieurs millions de Français, alors que morphine, oxycodone, c'est quelques centaines de milliers. Donc ils agissent différemment. Ils sont intéressants pour les douleurs aiguës. Ils le sont moins sur les douleurs chroniques. Et malheureusement, ils arrivent souvent en dernière ligne parce que les douleurs sont souvent réfractaires. Et comme je disais tout à l'heure, si on se trompe d'objectif, si on cherche à supprimer cette douleur, on va systématiquement aller prescrire ces opioïdes alors qu'ils ne sont pas forcément indiqués dans toutes les douleurs. On l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs types de douleurs. Toutes ne répondent pas au même traitement. Certaines sont plus inflammatoires que d'autres. D'autres ne répondent pas du tout aux opioïdes. Et donc, ça ne sert à rien d'aller les prescrire si ce n'est à endormir un peu le cerveau pendant quelques semaines. Donc, c'est vraiment à chaque patient, à chaque douleur, Oui. son traitement. Oui, parce qu'il y a des recommandations, bien entendu, hein, mais il n'y a pas un traitement de la douleur chronique. Il y a des traitements pour les douleurs chroniques, et ensuite, il faut individualiser cela en fonction aussi des contre-indications de chaque patient. Et puis bien sûr, on ne peut pas ne pas parler du cannabis thérapeutique, qui est un de vos grands combats depuis de nombreuses années. Où en est-on en fin de compte et qu'est-ce qu'on en attend ? Alors, où est-ce qu'on en est ? Ça fait donc 8 ans, effectivement, qu'il y a une démarche en France officielle, qui est partie de l'Agence du médicament, pour donner accès à des médicaments à base de cannabis. C'est-à-dire des extraits, en fait, de la fleur qui contiennent des substances actives, notamment du THC, le tétrahydrocannabinol, qui est la substance la plus connue, puisque c'est celle qui fait planer dans les joints à visée récréative, mais aussi le CBD, le cannabidiol, qu'on connaît bien, parce qu'il y a beaucoup de commerce autour de cette substance-là. Mais là, on parle de médicaments, donc de médicaments de qualité standard pharmaceutique, prescrits par des médecins, dispensés par des pharmaciens, sur ordonnance. Et donc, on en est à la fin, on a fait une expérimentation, on a traité 3200 patients, qui avaient des douleurs neuropathiques, qui avaient de la sclérose en plaques, de la spasticité en sclérose en plaques, qui avaient des cancers, des situations palliatives, de l'épilepsie. Et il y a eu un article de loi qui a permis de faire entrer, effectivement, de légaliser, on va dire, les médicaments à base de cannabis. Sauf qu'on attend maintenant les décrets et les arrêtés, puisqu'une loi, elle doit être appliquée. Et pour qu'elle s'applique, on a besoin d'un décret. Ce décret et ces arrêtés sont passés à l'Europe au mois de juin cette année. Ils sont revenus sans modification. Ils ont été travaillés par le Conseil d'État. Et donc, ils sont entre les mains maintenant de la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, qui peut publier ces décrets. Ça permettrait, d'une part, à l'Agence du médicament d'autoriser les dossiers de ces médicaments. Si des industriels viennent déposer des dossiers, l'Agence du médicament pourra les autoriser. Et d'autre part, ça permettra de donner toutes les conditions de prescription, de dispensation. C'est des médicaments qui vont être probablement d'abord prescrits par des structures spécialisées hospitalières, initiés à cet endroit-là, puis ensuite pris en relais par les médecins traitants. Mais alors justement, dans quelles indications ? Indications, pour l'instant, qui sont retenues. Douleurs neuropathiques réfractaires. La plus connue, la plus connue, c'est la sciatique chronique, hein. Mais il y en a d'autres. La spasticité, donc c'est la contraction musculaire anormale que l'on retrouve dans la sclérose en plaques, ou les patients qui ont fait des AVC ou qui ont eu des traumatismes de la moelle épinière après un accident de voiture, par exemple. Les épilepsies réfractaires. Les situations palliatives, là aussi, qui seraient réfractaires aux opioïdes, par exemple. Et puis certaines douleurs, certains symptômes associés au cancer, nausées, vomissements, même si maintenant on a des molécules très efficaces, et puis certaines douleurs, notamment les douleurs qui sont souvent des douleurs neuropathiques d'ailleurs, liées au traitement anticancéreux. Il faut savoir que c'est une famille de médicaments. En fait, on a plusieurs médicaments de compositions différentes, avec du THC, du CBD, un mélange des deux, et qui vont s'adresser à différentes situations pathologiques. On parle aussi toutes les techniques non médicamenteuses. Oui. L'acupuncture, l'hypnose, quelle place ont-elles dans la prise en charge de la douleur ? Alors, elles ont une place importante. Alors, il faut savoir que toutes ces techniques n'ont pas le même niveau de validation scientifique, parce qu'il faut quand même aussi... on est face à des patients, alors même si on est dans des situations réfractaires, on ne peut pas sérieusement, éthiquement, leur proposer n'importe quoi. Donc, il y a quand même des techniques qui sont plus efficaces que d'autres, plus validées que d'autres. Par exemple, l'hypnose, les thérapies cognitivo-comportementales, par exemple, ont des plus hauts degrés de validation scientifique, parce que des études ont été réalisées chez ces patients. Et on les propose, effectivement, parce qu'elles permettent aux patients de mieux gérer à la fois sa douleur, quand elle arrive, ou quand il y a des pics de douleur, faute de pouvoir la supprimer,
mais aussi de mieux gérer les répercussions de cette douleur, et notamment les répercussions sur leurs émotions. Puisque la douleur, c'est pourvoyeur d'émotions négatives, ça favorise l'anxiété, ça peut même provoquer des dépressions. On retrouve de la dépression dans quasiment un patient sur 2 qui souffre de douleurs chroniques. Et donc, ça permet aux patients de mieux vivre avec leur douleur, et d'améliorer leur qualité de vie, puisque le véritable objectif, lorsqu'on accompagne quelqu'un qui a une douleur chronique, faute de pouvoir la supprimer, c'est finalement d'améliorer sa qualité de vie et d'éviter que ça devienne un fardeau très important. Tous les médecins sont formés aujourd'hui ? Alors, tous les médecins Enfin, sont... je veux dire, dans les études de médecine, il y a un module où Non. on apprend la prise en charge de la douleur chronique ? Non, enfin, ça fait partie du programme, bien sûr, de 2e cycle de médecine, où il y a un item sur la douleur. Maintenant, ça représente, on va dire, 2-3 heures d'enseignement sur tout un cursus de 10 ans, de 12 ans. Alors, quand on sait que c'est 23 millions des Français qui sont concernés, on se dit quand même que ça mériterait peut-être un peu plus. Quand on sait la diversité qu'on a évoquée ensemble des douleurs, la diversité des traitements, mais toutes les disciplines pourraient dire la même chose, probablement. Mais en tout cas, moi, je suis là pour défendre la médecine de la douleur. Puis un dernier mot, parce que je sais qu'il vous tient à cœur de faire, pourquoi pas, de la lutte contre la douleur une grande cause nationale. Ah oui, vous savez, en ce moment, la grande cause nationale, c'est la santé mentale. Bon, je suis psychiatre, donc je suis très sensible, bien sûr, et c'est très important. Et je vois ce que ça apporte quand même. Même si on a des difficultés à avoir des médicaments en ce moment en santé mentale. Mais effectivement, ça permet quand même de mettre en lumière cette maladie qu'est la douleur chronique. Ça permet de sortir de la banalisation d'un côté, qu'on évoquait tout à l'heure. C'est normal d'avoir mal, en vieillissant par exemple. Non, c'est pas forcément normal, en tout cas pas d'en avoir les répercussions. De dire aussi, la douleur, c'est pas dans la tête. Voilà. Oui, bien sûr, ça passe par la tête un jour ou l'autre, mais la douleur, c'est pas juste une histoire dans la tête et d'aller voir son psychiatre pour régler le problème. Donc il y a toute une part d'information et de sensibilisation du public. Il y a une part importante justement pour renforcer l'enseignement. Il y a une part importante en fléchant des crédits de recherche, comme c'est fait actuellement sur la psychiatrie, sur la santé mentale, des crédits de recherche spécifiques sur la douleur, parce qu'on est en panne d'innovation et de découverte dans le domaine de la douleur en termes de thérapeutique. Ça fait des dizaines d'années qu'il n'y a pas de nouveaux traitements, à part les anticorps monoclonaux pour la migraine, mais qui ne sont pas remboursés, donc très peu accessibles, à part une molécule qui arrive peut-être actuellement, là, mais qui un bloqueur de canaux sodique, mais qui pour l'instant qui sera probablement indiqué que dans les douleurs aiguës. Donc il y a vraiment un renforcement à faire sur la recherche. Et puis évidemment, ça permet effectivement, on va dire, à l'organisation des soins aussi d'être meilleure, puisqu'il y a tout un parcours de soins qui doit être mis en place. La Haute Autorité de Santé a fait des recommandations dans ce sens-là, mais le vrai challenge, c'est de les appliquer, ces recommandations. Et ça nécessite parfois aussi des moyens et puis une véritable volonté politique qui accompagne cela. Merci beaucoup Nicolas Authier, psychiatre. Vous dirigez le service de médecine de la douleur au CHU de Clermont-Ferrand. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, Prenez soin de vous.